Bonsoir à toutes et à tous, quel bonheur pour moi de vous retrouver comme chaque jeudi aux alentours de 22 h sur Canal Algérie pour une séance cinéma sur votre chaîne avec nos invités, avec bien sûr tout le staff de l'équipe de ciné thématique du Studio 7 de Canal. Une nouvelle thématique ce jeudi soir, celle de la dimension humaine, celle d'une grande histoire d'amitié, d'un couple hors norme. Au-delà des plateaux de tournage, au-delà des problèmes de la production cinématographique, une relation de plus de 28 ans s'est installée entre deux magnifiques personnes jusqu'à ce que la mort les a séparés. Nous rendons ce soir hommage à l'amour, à l'amitié, à la fraternité entre le défunt Mahmoud Zemouri et sa productrice Marie-Laurence Attias. Un duo qui nous a fait beaucoup de bien en matière de cinéma, un cinéma engagé socialement. Bienvenue encore une fois sur le plateau de ciné thématique. Et oui, après le décès du réalisateur Mahmoud Zemouri le 4 novembre passé, nous avons tenu à lui rendre hommage dans Ciné Thématique pour son engagement, pour son parcours exceptionnel, mais également un engagement à celle qui l'a soutenu, à celle qui l'a aidé, celle qui l'a épaulé dans les moments les plus difficiles des réalisations de ses projets, mais surtout dans les moments les plus durs d'une vie, ceux de la maladie. Pendant qu'il était malade, Marie-Laurence, elle a été toujours à ses côtés, aux côtés de Mahmoud Zemouri. Il s'agit de sa productrice, donc Marie-Laurence Attias, qui nous a toujours ramené des films dans Ciné Thématique pour les diffuser aux Algériennes et aux Algériens. Ce soir, elle est avec nous présente, avec à la main son tout premier film, le premier film de Mahmoud Zemouri, intitulé « Prends 10 000 balles et casse-toi ». Je vous propose tout de suite, chers amis téléspectateurs, de découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir. C'est toi qui as tabassé mon fils comme ça? Il n'a pas ton âge. ايه هو علاش يجي هنا يفسد لنا طبايعه وحاسب روحه في باريس ولا كيفاه؟ C'est une raison de le frapper comme ça? اسمعي قلت لك راه يجي يفسد لنا هنايا ما راهش حاسب روحه في باريس فهمتي؟ احنا شرفه وناس حجاج غادي نقول لك حاجه فهمتي؟ البنت على جالو ما راهيش تروح للليسي فهمتي؟ Et tu ouvres encore ta grande gueule يا واحد الحلوف. قول راجل كيما انت ما تحشاش. روح شوف نتاجك. يما لا راح يجيب لي واحد انت يجي لي انت يا مرا. ايوا اضرب لي بالدماغ فيان دوني الكوتات فيان حلوف انت. اسمعي درقي عليا يا شيخ النار خلينا نضرب نصرعك هيا ذهبي ذهبي. انا اللي قلت لك كواختك في الزرقاء يا واحد الخامس. يا واحد الستوت. يا اللي مو في فيا. يا اللي تدي ودي. احكي وحدك. احكي وحدك. هيا لك شي. هاني فتا. هاني لك شي. انا اللي سندك كواختك في الزرقاء. يا واحد السلوبري علي. Et oui, un superbe film que vous allez pouvoir découvrir pour la première fois en exclusivité sur Canal Algérie. Nous allons retrouver dans ce film Fawzi Ivnef, Sir Lechia, Mustafa Stiti, Annie Rousset, Kader Kada, Al-Hadja, Mustafa Al-Anqa, Ahmed Mazouz, Ahmed Ben Issa et Douja, avec la participation de Kiltoum et Hubert Deschamps. Les images sont de Alain Well et puis le montage de l'excellent Youssef Tobni. Une magnifique histoire, celle de prendre 10 000 balles et casse-toi. Et sans plus tarder, chers amis, je reçois tout de suite notre invitée Marie-Laurence Attias juste après ça. Marie-Laurence Attias, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue spécialement pour nous en Algérie pour assister et participer à l'émission Ciné Thématique. Oui, j'ai essayé de faire, de réunir toute mon énergie pour venir parce que c'est encore un petit peu frais, voilà. Mais je pense que c'est important de rendre hommage à Mahmoud et je vais essayer de faire perdurer en fait son rire et tout ce qu'il a essayé de faire pour le cinéma algérien au-delà de son décès. Voilà. C'est ce qui me donne la force en fait d'être sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Et quand on parle de Mahmoud, moi je vous ai toujours posé cette question après son départ. Quelle image que vous gardez aujourd'hui de Mahmoud Zemouri? C'est-à-dire quand vous
vous pensez à lui, qu'est-ce qui vous évoque tout de suite, instantanément, rapidement? Le clown triste. Le clown, parce qu'il avait toujours une boutade, toujours un regard décalé sur le monde. Il savait sortir une blague au moment les plus graves, mais en même temps, il avait ce regard toujours extrêmement profond et sur le monde. Il avait des choses à dire, il voulait les dire. Et là-dessus, il n'a jamais lâché jusqu'au bout. Donc il avait toujours ce côté extrêmement joyeux, extrêmement gai, mais en même temps extrêmement grave. Quand on s'engage dans des projets de films, quand on s'engage dans une production cinématographique, c'est pas aisé, c'est pas simple, c'est des moyens techniques, c'est des moyens financiers à réunir, c'est des personnes à faire travailler, c'est des conjugaisons incroyables de mentalité, de comportement, de problèmes, etc. Et parfois c'est très dur, Et quand on a le moral au plus bas, il y a Mahmoud qui vient avec ses blagues qui vont tout de suite ramener tout le monde à bon bord. Exactement. C'est ce qui c'est comme ça. C'est vraiment le chef de famille, en fait, dans toute sa splendeur. Mahmoud, il a ramené le cinéma dans la dimension de la famille. Oui. On était avec Mahmoud jusqu'au bout. On mangeait ensemble, on dormait ensemble. Enfin bon, il a réussi à faire une grande famille. Oui. Et ça s'est confondu un petit peu avec un peu le début du cinéma algérien, presque. Il fait partie des premiers, des pionniers, on va dire, du cinéma. Et il a tout de suite trouvé, en fait, sa position. Oui. Il a tout de suite trouvé sa patte, en fait, artistique, qu'on va voir dans ce premier film, Prends 10 000 balles et casse-toi. Moi, je ne travaillais pas encore avec lui à cette époque-là. J'étais encore au lycée, en fait, quand il a fait Prends 10 000 balles. Mais c'est le film qui lui a rapporté 7 prix à Cannes. Il a eu un retentissement extraordinaire, incroyable auprès des jeunes, en fait, les jeunes issus de l'immigration en France. Ça a été un réveil, en fait. C'est un film qui a vraiment fait un coup de tonnerre, en fait. Il a réveillé des consciences et un réveil des consciences. Et des identités surtout. Exactement. Parce que, un début du questionnement de l'identité, en fait. D'où nous venons et qui sommes-nous, c'est la question qui a été posée par rapport à la... récurrente et qui n'est toujours pas réglée, en fait. Aux Algériens qui sont nés là-bas, issus de l'immigration et issus des deux patries. Quoi. Quand on parle de vous, ou quand on parle plutôt de Mahmoud, on parle directement de Marie-Laurence Attias. Alors oui, mais... Je voulais juste parler encore de Mahmoud dans le sens où vous l'avez accompagné jusqu'à la dernière étape, celle de la mort, malheureusement, c'est comme ça. Oui, parce que Mahmoud, en fait, il a un engagement tellement puissant, en fait, pour son métier. Oui. Qu'on ne pouvait pas faire les choses à moitié. On était obligé d'épouser le tout. D'épouser le tout. D'épouser au sens, vraiment au sens fusionnel du terme. Ouais. Est-ce qu'il avait des regrets, Mahmoud, quelque part? Vous qui l'avez accompagné jusqu'au bout, est-ce qu'il aurait espéré quelque chose par rapport au cinéma algérien? Est-ce qu'il a des regrets sur des choix cinématographiques, sur des films, par exemple, comme Certifié Halal? Il aurait pu peut-être le partager encore plus avec les Algériens, sachant qu'il n'a pas été vraiment distribué. Non, on ne peut pas appeler ça des regrets, parce que Mahmoud regardait toujours vers l'avant. Toujours. Il avait un autre projet de film qu'il voulait faire. Il prenait les échecs avec grande simplicité. Bien sûr, on est triste quand un film ne marche pas bien, quand il n'est pas vu. Mais il inventait toujours les solutions pour pallier ce manque de diffusion. On a monté ensemble des projets que je vais essayer de continuer pour un petit peu ouvrir les salles en Algérie. Enfin, on est porteur toujours d'avenir, en fait, avec Mahmoud. Et c'est l'esprit de Mahmoud. C'est l'esprit de Mahmoud. C'est l'esprit de Mahmoud. Je reviens à ma première question, celle de Marie-Laurence Attias. Qui est Marie-Laurence Attias? Parce que c'est vrai, on dit Mahmoud, mais à chaque fois, il y a comme un lien informatique qui nous mène vers votre nom. Marie-Laurence Attias, une amitié qui a duré
plus de 28 ans, avec des aventures magnifiques, hein, 100% arabica, beurre blanc rouge, tous ces projets qui ont bouleversé aussi le cinéma algérien et le cinéma aussi européen en France, parce que ça a fait bouger beaucoup de choses. Qui êtes-vous, madame? Algérienne Alors c'est compliqué. En fait, on est tous faits de petits morceaux d'identité en fait de partout. Et le monde maintenant c'est tellement mélangé que moi j'ai un petit bout d'Algérie en moi, bien sûr. J'ai des ancêtres en fait qui sont nés ici. Oui. Parfois, même par boutade, je dis qu'on était là avant les Algériens, avant les Algériens Oui. voilà, de l'Algérie actuelle. Mais j'ai en moi, en fait, cette origine-là qui me chante dans ma tête, qui m'ouvre des rêves et qui m'a donné envie, en fait, de... Votre père vivait ici en Algérie, a vécu en Algérie? Mon père est né en Algérie, il a vécu son enfance et son adolescence en Algérie, mais très vite, il est parti en France, en fait. Il est parti en 1945. D'abord parce que sa vie, en fait, dans le quartier où il était, à Saint-Eugène, à Oran, ne lui plaisait plus. Pourquoi? Parce que commençait à monter un peu des identités un peu trop franco-françaises. Et mon père était extrêmement ouvert sur l'Algérie déjà. Il était anticolonialiste, il faut le dire. Très anticolonialiste, communiste. Il avait ses amis qui étaient arabes. Et il parlait arabe d'ailleurs, ce que je ne parle pas, malheureusement. Mais lui, il parlait parfaitement arabe. Parfaitement, on ne peut pas dire parfaitement, mais il le pratiquait, il l'étudiait. Ah, et il étudiait l'arabe classique aussi. Oui. Donc sur les traces de votre père... J'ai toujours eu l'Algérie à la maison. Par exemple, à chaque fête, on avait le couscous. Parce que ma mère demandait qu'est-ce que vous voulez comme repas pour un anniversaire, pour Noël, pour Pâques, etc. Et mon père tout de suite, mais d'une seule voix, il disait un couscous. Ça lui faisait tellement plaisir que... Donc à travers ces traditions culinaires, à travers nos traditions à nous, donc c'est votre père, sur les traces de votre père, vous avez cette image fantasmique de l'Algérie, cette image liée juste aux odeurs, au sensoriel, une image... C'est compliqué parce que mon père avait quitté l'Algérie, mais j'avais pas de famille ici. Donc du coup, j'avais pas d'image sensorielle, mais d'image en fait un peu... comment dire une dimension fantasmique. Oui. J'essaie de trouver des exemples, parce que mon père parlait, par exemple, aimait les figues, il aimait les dattes, il aimait les ânes. En fait, il avait toute une référence de choses qu'il aimait, qui n'étaient pas de France. Et puis, ce qui lui manquait beaucoup, en fait, c'était justement l'humour. La chaleur humaine, la présence, les blagues. Et, parce qu'en France, c'est quand même assez froid, assez sérieux. Assez sérieux. Peut-être pas dans toutes les familles, mais enfin, c'est souvent trop sérieux. Oui. Et donc, vous avez une amie, vous la contactez et vous venez en 86. Exactement. Donc, tout naturellement, en fait, on se retrouve dans la vie, conduit vers les gens qui nous correspondent. Et j'ai rencontré donc Sabine, on a travaillé ensemble en fait. On était pionnes ensemble au lycée Charlemagne. D'accord. Pour resituer. Et donc Sabine était la fille d'un architecte qui avait bulgare, d'origine bulgare, qui avait en Algérie. Travaillé en Algérie. Et on est partis ensemble à Alger en 86. Comme ça, en aventure. Vous faisiez du stop à l'époque, deux jeunes filles qui faisaient du stop dans les autoroutes. Quand on s'est retrouvés en Kabylie, on a voulu manger dans un restaurant et le type n'a pas voulu qu'on reste dans la salle du bas, il nous a montés dans sa famille. D'accord. Parce que ça ne se faisait pas, peut-être, voilà, déjà c'était... Mais alors, j'avais aucun a priori. Je ne connaissais pas la culture algérienne. Et donc je l'ai reçu, mais de façon immédiate, naturelle. Et pour moi, en fait,
ça a fait comme un choc que je qualifie parfois de tellurique, en fait. C'est comme sismique, ouais. C'est comme si la moitié de moi-même se retrouvait, en fait. C'est ce qui s'est passé quand vous avez mis les pieds sur le sol algérien. Il y a Oui. toute cette magie qui a Exactement. opéré, qui vous a Exactement. complètement bouleversé. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait une jeunesse qui était extrêmement ouverte et désireuse Oui. de savoir ce qui se passait ailleurs. Donc on rencontrait des tas de gens qui nous posaient des milliers de questions, qui étaient vraiment ouverts sur le monde. Oui. C'est vraiment, j'ai passé un séjour magnifique. Et comme un don de Dieu, Mahmoud et Zemouri est tombé sur votre chemin par hasard, autre dans rencontre. une Moi, terrasse. je faisais, en fait, quand j'ai rencontré Mahmoud, j'avais fini mes études. Je travaillais un petit peu pour la télévision. J'ai commencé, en fait, j'ai fait un peu de montage. Ouais. Après, j'étais assistante réalisatrice. J'ai fait un peu de régie. Et pendant... J'ai fait 2-3 films en tant qu'assistante réalisatrice. Oui. Mais j'avais toujours le regard vers le cinéma. Et il se trouve que Mahmoud habitait à 2 numéros de mon ancienne adresse, à Paris, dans le 11e arrondissement. Et donc, je le rencontrais avec sa femme, assis à la terrasse du café qui est juste en bas de chez moi. Et c'est comme ça que... Par hasard, quoi. Complètement par hasard, voilà. Et puis... Il parlait de ses projets à voix haute. Alors, à voix haute, avec des gens, il était très généreux, Mahmoud, de ses savoirs, il racontait facilement, il aimait avoir un bon public. Et vous, à l'époque, vous avez entendu la conversation. Exactement. Et exactement. vous chopez le bon moment, vous dites, ouais, c'est là. Non, ça me faisait rêver. Je l'entendais parler de Hollywood Ataman Rasset. La production d'un En plus, super film. j'adore le titre. Le titre est vraiment magnifique. Ouais, il est captant. Et je l'entendais parler. Bon, apparemment, il était en montage. Enfin, c'était en 1989, je crois, à peu près. Voilà. Et puis, donc la relation, elle s'est installée petit à petit. D'abord amicalement, Oui. puisqu'on prenait des cafés ensemble. Et puis, il me racontait un petit peu ses histoires. Il m'embarquait, en fait, dans sa famille, on va dire. Carrément, ouais. Oui. Et dès qu'il a commencé en fait à préparer l'honneur de la tribu, en fait, L'adaptation du roman de là j'ai Rachid pris Limouni, mon courage à deux mains pour lui demander un poste, quoi. Voilà. Et là, Pour lui demander de travailler avec lui et il sur le vous film. embauche comme assistante réalisatrice. Exactement, puisque c'était mon métier, enfin à l'époque. Donc c'était il votre m'a embauché au vocation poste. première. Mais vous, par contre, vous ne vous contentez pas à l'époque d'être juste une assistante. Là, vous voulez faire encore plus parce que vous allez tout de suite demander d'être un peu son assistante de tout. C'est-à-dire non seulement que sur les plateaux, Alors, mais au-delà de ce qui se passait sur les plateaux. C'est pas une demande, c'est pas une demande en fait. Non, pas officiellement, mais ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement parce que je me suis rendu compte de la somme énorme d'énergie qu'il faut déployer pour faire un film. Oui. Ici, en Algérie, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué, donc du coup, Mahmoud avait une énergie folle. Il réussissait vraiment à embarquer beaucoup de gens, comme ça. Il avait une espèce de voilà. Déjà, il était imposant physiquement, il était imposant par la voix. Oui. Et il avait de charisme. En fait, il avait beaucoup de... Tout était excessif chez Mahmoud. À la fois sa timidité, sa générosité, ses colères, enfin, la cigarette, malheureusement. Malheureusement, oui. Il fumait beaucoup parce qu'il était extrêmement angoissé. L'angoisse ne le quittait pas, mais l'angoisse pour monter les projets, en fait. Il prenait par cœur beaucoup ses projets. Il ne dormait pas la nuit quand quelque chose n'a pas abouti. Je crois que c'est la seule chose de sa vie qui a compté vraiment, quoi. Enfin, bon, j'espère quelques personnes aussi, mais je crois que la seule chose qui comptait pour lui, c'était de faire des films. Parce qu'il savait quelque part que des œuvres cinématographiques, artistiques, restaient éternelles et que l'homme peut partir à n'importe quel moment. Je ne sais même pas s'il se Vous posait... avez abordé ça? Je ne sais même pas s'il se posait ce problème-là. Mahmoud était quelqu'un vraiment de humble, très simple. Et il avait l'urgence de dire des choses. Comme moi, parfois, je le considérais un missionnaire.
C'est-à-dire quelqu'un qui a une parole à donner, quelqu'un à transmettre. Quelles que soient en fait les conséquences, quel que soit le temps qu'il fallait donner, il y allait. Il montait ça. Oui. Il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en fait en gardant ses restaurants. Il avait des restaurants qui marchaient très bien dans des bons quartiers. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis en fait. La restauration, ça lui permettait de garder l'indépendance. Et de faire s'autoproduire. Et de faire ce qu'il voulait. Parce que, justement, l'humour, c'est pas toujours facile, en fait. C'est pas un genre facile. Oui. Aux États-Unis, il est beaucoup plus reconnu qu'en Europe, par exemple. En Europe, les comédies, on a beaucoup de difficultés à monter les financements, parce que c'est un art populaire, parce que ça donne pas en fait ce regard un peu sociologique sur mais par contre, sur le monde c'est vrai que les personnes attendent, quoi, que les critiques attendent en France. Mais quand on regarde les films de Mahmoud, il y a une réelle revendication. C'est des films engagés socialement. On parle par exemple, de Hollywood Ataman 7, là, il casse complètement des tabous qui existent dans des sociétés comme la nôtre, mais qu'on ne révèle pas, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas extérioriser. L'amour, le sexe, l'alcool, tout ça, c'est des choses difficiles. Mais Mahmoud, il vient, il aborde ces sujets-là avec simplicité, parfois avec force aussi, mais avec l'humour et la dérision, il arrive à nous les faire passer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, complètement. Complètement, l'humour, c'était la deuxième facette de cette volonté, en fait, de dépeindre, de dénoncer, tous les problèmes de la société, mais pas par ni méchanceté, ni par... Au contraire, il y avait toujours une grande tendresse. Il y avait de la tendresse, mais en face, parfois, il y avait de la haine en face. Parce que, si on cite l'exemple de 100% Arabica, un film assez fort qui sort dans un moment où l'Algérie vivait une période très très difficile, où l'intolérance était le maître mot, et l'incompréhension, l'intégrisme, l'extrémisme religieux. Et vous venez, vous ramenez Cheb Khaled, vous ramenez Cheb Mami, vous mettez même des personnes religieuses avec l'habit. Plus l'environnement était violent, c'était extrêmement violent cette période-là. On le ressentait, nous, en France, parce qu'en fait, on n'a pas pu voyager en Algérie de 1993 à 2000. C'est terrible, encore plus pour Mahmoud que pour moi, parce que lui, il avait sa famille, il avait son père, sa mère encore. Mais c'était une vision avant-gardiste, Marie-Laurence, de parler des ghettos, de la ghettoisation en France, et dire attention, ces jeunes ont besoin d'être considérés, même s'ils sont différents culturellement, et même s'ils viennent de l'Afrique du Nord, d'Algérie, du Tunisie, du Maroc, de la Libye ou d'un autre lieu, c'est des personnes qu'il faut prendre en charge, les considérer. Si on ne les considère pas, écoutez, en 2017, on en a fait des parias, des gens qui ne se sentent pas concernés par la société là où ils vivent. Exactement. D'où ces fait, problèmes d'insécurité, de radicalisation. Un artiste, c'est une éponge. Et particulièrement quand on écrit des sujets sociologiques, comme ça, Mahmoud, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait un temps important dans les milieux qu'il voulait décrire ou qu'il voulait dépeindre dans ses films. Et par exemple, pour 100% Arabica, on passait énormément de temps dans les quartiers populaires, dans des cafés improbables, comme ça, dans des cités, pour sentir, pour entendre les jeunes parler, pour voir ce qui se passait. Et par exemple, les jeunes prédicateurs, comme ça, ils venaient au pied des tours. Ils venaient porter la bonne parole, soi-disant, à ces jeunes qui étaient un petit peu inactifs. Et égarés. Et donc, du coup, ça a mis du temps, en fait, à s'installer en banlieue. Mais Mahmoud, comme il y est, il le voit. Donc, c'est pas lui qui est en avant, c'est la société qui est en retard. Et Mahmoud vous prend justement, et vous prend la main et vous emmène comme ça à Boufarik, dans sa ville. Et
On dit les Boufariquois, les Boufariques. les Boufariquois. Les Boufariquois. Oui, je crois. Hein, oui, les Boufariquois. Oui. Vous appelez Madame Zemouri? Ah oui, là-bas, on m'appelle Madame Zemouri parce que, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'est un couple. C'est un couple non conventionnel. Non conventionnel. On est un couple de cinéma. C'est-à-dire que. Et c'est, en fait, c'est Manuel Alduy à Canal+, parce qu'on a eu pas mal de films soutenus par Canal+, à l'époque avant Bolloré. Hein. Oui, d'accord. Et il disait, pour moi, l'important, c'est le couple producteur-réalisateur. Ouais. Parce qu'en fait, la solidité de ce couple-là fait qu'un film peut être mené à terme et peut être réussi. Parce qu'on n'imagine pas en fait les échanges qu'il y a entre la production et la réalisation. En tout cas, un couple gagnant, puisque son entente nous ramène des films magnifiques, comme celui de ce soir, en tout cas. Prends 10 000 balles et casse-toi. C'est un film aussi fort. Il revient sur un acte historique, celui de Giscard d'Estaing, qui donnait de l'argent aux émigrés pour quitter le sol français. Revenez chez vous, je vous donne de l'argent, mais quittez-nous, vous n'êtes pas compatibles. Et quand on parlait en off pour cette émission, je disais que prendre 10 000 balles et casse-toi, c'est un film assez actualisé, assez contemporain, parce qu'aujourd'hui encore, on tombe toujours dans ces problèmes liés à l'identité, racisme, la montée du nationalisme et de la droite, de l'extrême droite. C'est un film, selon vous, qui garde cette fraîcheur, qui parle toujours de ces problèmes ou... Il garde cette fraîcheur avec cette couleur un petit peu historique maintenant, parce que... Pour l'instant, les jeunes ne se revendiquent pas français, en fait. Hein. Maintenant, les jeunes cherchent plutôt leur identité du côté originelle. Originelle. Voilà. Là, on est dans une phase comme ça, avec tous les peut-être les écueils que ça peut engendrer, quoi, et les mais c'est à cause un petit peu de ces démarches-là. Mais en fait, je crois que c'est par réaction. Bien sûr, oui. Je crois que les sociétés occidentales n'ont pas tellement réussi ce qu'ils appellent l'assimilation. D'ailleurs, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, en fait. Ouais, c'est pas... L'assimilation, c'est assez moche. Ça veut dire, assez moche. Non, c'est... Comme si qu'on n'accordait pas ou on n'acceptait pas la différence. Exactement. Voilà. Comme si on devrait être tous dans un seul moule, alors que non. Tout le monde est fait de quelque chose qui est unique. Quoi. Maintenant, on compose son identité avec parfois une part rêvée, parfois une part réelle, parfois on peut choisir, par des éléments culturels de sources complètement différentes. Ouais. On arrive à la fin de notre entretien parce que le temps passe vite avec vous. Oui. C'est vrai qu'on a voulu aborder un petit peu votre vie, votre papa, rendre hommage aussi à vos parents qui ont soutenu aussi la cause du peuple algérien, son indépendance. Vous venez après une autre génération, et vous vous intéressez à l'Algérie autrement, à travers la culture, les films que vous nous ramenez, à travers ce regard que vous portez sur la jeunesse algérienne, avec cet amour aussi que vous gardez envers l'Algérie malgré le départ de Mahmoud, malheureusement un peu tôt quand même, il faut le dire, parce qu'on attendait beaucoup de films de Mahmoud. Il y a des projets pour le moment en Algérie? Alors, pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler, parce que là, je suis vraiment encore sous le choc. Oui. Là, il me manque vraiment la moitié de moi-même, en fait. On le sent. Hein. Ouais. On le sent. On le sent parce qu'on a l'impression que Marie-Laurence est... Je n'aime pas faire ce genre de remarques, mais on sent un peu que vous êtes désorienté, qu'il y a votre moitié qui vous manque. Oui, encore. C'est vrai, je le sens. Il faut que je retrouve... en fait, il faut que je retrouve des repères. Il faut que je... C'est pour ça que vous êtes venu en Algérie. Vous voulez toujours vous vous identifiez dans sa famille, dans son quartier? C'est pas ça. C'est que malheureusement, il y a un suivi un peu administratif lourd qui a derrière un décès. Et je suis la seule, en fait, à connaître un petit peu tous les tenants et aboutissants des dossiers. Oui. Et puis... également parce que Mahmoud m'a fait rentrer dans sa famille. J'ai la chance d'avoir une famille en Algérie maintenant. Oui. J'ai tous ses frères et sœurs qui sont magnifiques, qui avaient une grande admiration pour Mahmoud, qui sont d'une tristesse infinie. Voilà. Encore une fois, on leur présente nos sincères condoléances de la part de toute l'équipe de la télévision nationale et ceux de Canal Algérie plus spécialement.
et toute la famille du cinéma algérien, il faut le dire. Vous avez deux familles, vous avez la famille des médias et vous avez bien sûr votre famille, celle de Mahmoud qui est toujours là. En tout cas, vous êtes la bienvenue à n'importe quel moment. On est là pour vous soutenir, pour vous aider et pour vous donner un petit peu de notre algérianité qui était en Mahmoud, pour vous la donner comme un bol d'esprit de Mahmoud. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais effectivement, c'est de ça dont j'ai besoin en fait. Voilà. En tout cas, merci d'avoir accepté encore une fois, Marie-Laurence, l'invitation de Ciné Thématique. Chers téléspectateurs, tout de suite, je vous laisse apprécier le film de Mahmoud Zemouri, son tout premier film, je crois, qui est sorti en 1982. C'est ça, Marie-Laurence. Voilà. 82, prends 10 000 balles et casse-toi. Le titre, il est... Et 7 prix à Cannes. Hein, 7 prix à Cannes, un titre complètement captivant. Prends 10 000 balles et casse-toi. Donc vous allez retrouver Fawzi Ivnev, Mustafa Stiti, Annie Rousset, Kader Kada, Hadja, Mustafa El-Anqa, Ahmed Mazouz et puis Ahmed Ben Issa, Douja et la participation de Keltoum et de bien sûr Hubert Deschamps. Les images sont magnifiques. Ils sont signés Alain Well et puis Youssef Tobni qui a monté ce magnifique film. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à l'équipe du Studio 7 qui nous a soutenus ce jeudi soir avec à leur tête bien sûr Nabil Tribèche aux commandes de l'émission et caméraman, camérawoman, Scriptana, toute l'équipe. Merci de votre soutien. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, j'y arrive. Merci Marie-Laurence. Merci. Avec Saha. Merci d'être venue. Merci.